Nous reprenons. Donc, alors pour certains d'entre vous n'étaient pas là hier, ils ont pu être un peu surpris par la formule de ce matin, donc pour la venue de la ministre. Donc je rappelle ce que je disais hier, c'est-à-dire que nous sommes entrés en période électorale et que depuis hier minuit, donc elle n'avait plus la possibilité de s'exprimer publiquement. Donc elle nous avait proposé de venir autour d'un café pour un échange informel. Alors peut-être une certaine frustration chez certains d'entre vous. Néanmoins, je pense que c'est aussi dans ces échanges-là qu'il y a des choses qui peuvent passer parce qu'elle se déplace dans les associations, dans les juridictions, et que finalement il y a quand même une vraie richesse, je crois, aussi à travers ces échanges moins formels. Ce qui a été notamment repris, discuté avec elle tout à l'heure, c'était, alors, je vais donner quelques indications. On a cru comprendre quand même que pour la réforme de l'ordonnance de 45, bon, le principe de la césure serait retenu. Mais sur quoi nous avons insisté, je pense qu'elle en est consciente aussi, c'est que la question des textes est une chose, mais qu'il y a deux autres données qui sont essentielles, qui sont celles de la politique pénale. Donc dans quelle mesure est-ce que les juges des enfants et les services de la PJJ peuvent aussi être en capacité, en possibilité sur le terrain de discuter des orientations de la politique pénale pour essayer de lui donner une cohérence et pas seulement une visibilité. Et puis le troisième pilier, c'est la question donc des moyens éducatifs qui sont mis à la disposition de la justice des mineurs. Et sur ce terrain-là, Madame Mathieu va pouvoir nous expliquer aussi comment cette réforme pourra être accompagnée du côté des moyens éducatifs par la protection judiciaire de la jeunesse et le service associatif habilité. Madame Mathieu, donc merci d'être venue et donc je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président de m'accueillir parmi vous aujourd'hui pour me donner donc cette opportunité de parler autant que possible à ce stade, évidemment, puisque les travaux sont toujours en cours, du projet de réforme de l'ordonnance du 2 février 1945. D'abord, je voudrais rebondir sur le dernier échange qui a eu lieu avec Madame la garde des Sceaux, qui demandait, face à quand même le nombre important de difficultés qui étaient soulevées par ses interlocuteurs, si quelque chose de positif, de bien, pouvait être porté à sa connaissance. Et à ce moment-là, plusieurs d'entre vous ont répondu qu'ils étaient toujours heureux d'accomplir leur mission de magistrat de la jeunesse et que c'était un sentiment d'efficacité qui les animait parce que, eh bien, ils trouvaient qu'au-delà de toutes les difficultés et des situations parfois très lourdes qu'ils avaient à gérer, dans la majorité des cas, ils ressentaient que leur intervention avait été utile et que les jeunes qu'ils suivaient pouvaient s'en sortir. Alors, je voudrais témoigner de la véracité de ce propos parce que hier, j'étais au Challenge Michelet, que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui est une des manifestations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse. Ça se passait à Lyon, peu de temps d'ailleurs avant l'événement que vous savez, ce challenge s'est clôturé, mais il avait duré toute la semaine. Il regroupait 300 jeunes, avec l'accompagnement de nombreux éducateurs venus de toutes les régions de France, pour le déroulement de plusieurs épreuves sportives. Autour donc de l'idée de la liberté ensemble. C'était le thème du challenge cette année. Et comme chaque fois, puisque c'est un challenge qui est porté par l'association Michelet-Bailly, qui donc fait référence au souvenir des morts pour la guerre en 14-18 et en 39-45, eh bien, comme chaque fois, il y avait une cérémonie au monument aux morts. Et lors de cette cérémonie, confirmant en cela l'ambiance absolument remarquable qui s'est passée pendant toute cette manifestation, et notamment, et ça c'est en lien avec ce que Muriel a pu vous dire hier sur le travail qu'on fait sur la mixité dans les structures et dans les prises en charge,
une solidarité au sein des équipes sportives de jeunes, mais pas seulement entre garçons ou entre filles, mais entre garçons et filles, que les éducateurs ont relevé et qui étaient assez nouvelles. Donc ça, je trouve que c'était intéressant. Eh bien, lors de cette commémoration, les 300 jeunes constituant les équipes se sont mis autour du monument aux morts, ont observé très respectueusement le silence pendant toute la cérémonie et ont participé à ce moment d'émotion de façon tout à fait intense. Donc voilà, je pense que aussi bien au travers de ces épreuves sportives que de leur comportement général, y compris dans des circonstances assez particulières pour eux, ils ont fait la preuve que le travail de nous tous est utile. Je voulais dire ça parce que on est souvent un peu pessimiste dans notre manière de présenter la justice des mineurs. Je crois qu'elle porte énormément de choses très fortes et très importantes qu'il est précieux de conserver. Ceci étant dit, donc je vais vous parler un peu de la réforme de l'ordonnance et un petit peu de l'historique, parce que c'est vrai que la survenance de ce dépôt d'amendement gouvernemental aux fins d'habilitation a pu surprendre. Il a été, c'est vrai, soudain, puisqu'il s'est produit au cours des débats parlementaires, lors de, non pas la première, mais la deuxième lecture des assemblées, puisqu'on avait commencé par le Sénat et que c'est à l'Assemblée nationale que cet amendement a été déposé. Donc je vais essayer de vous remettre un peu dans le contexte de cet événement. D'abord, pour avoir été sous-directrice de la PJJ il y a plus de 10 ans maintenant, je m'en souviens bien, ce sont des travaux qui avaient été engagés depuis fort longtemps, puisque la première initiative vraiment marquée dans ce domaine, c'était la commission Varinard, qui avait commencé à examiner une possible réforme de l'ordonnance. Ces travaux ont été repris ensuite par Madame Taubira plus récemment. Le projet de texte qui avait été construit à cette occasion a été également repris par Monsieur Urvoas, qui finalement n'a pas poursuivi cette action. Et la garde des Sceaux, dès son arrivée, avait souhaité se pencher sur cette question, sans perspective précise, mais quand même avec un intérêt marqué, puisqu'elle m'avait demandé de constituer un groupe de travail qui a regroupé d'ailleurs tous les acteurs de la justice des mineurs, des magistrats, des avocats, des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, des membres des forces de l'ordre, donc toutes les personnes qui, à un titre ou à un autre, intervenaient, qui a d'ailleurs entendu de nombreux experts sur des questions comme la désistance, l'action éducative, des magistrats notamment de Bobigny qui sont venus expliquer leurs difficultés. Bref, ce groupe de travail présidé par Madame Pomonti a travaillé de juin à novembre de l'année dernière et a déposé un rapport qui était plutôt intéressé, on va dire, par un certain nombre des sujets qui vont être abordés dans le projet de texte et dont je vais vous parler, et notamment cette fameuse procédure de la césure. Donc voilà un petit peu l'historique général, et puis arrivent les débats parlementaires sur la loi de programmation pour la justice, et de toutes parts remontent au cours des débats des observations sur le fait que les sujets principaux de cette législation qui est proposée aux parlementaires ne concerne pas ou peu la justice des mineurs, à l'exception des centres éducatifs fermés qui correspondent au projet du président de la République. Mais voilà, il y a une forme d'étonnement sur le fait que la justice des mineurs ne soit pas du tout concernée par ce grand projet de réforme pour la justice. Et par ailleurs émergent un certain nombre de propositions, et notamment des propositions de loi, par exemple celle déposée par M. Ciotti, qui envisage, on va dire, une réforme de la justice des mineurs dans un sens qui ouvre à la discussion, on va dire. Donc, à partir de là, la garde des Sceaux a souhaité, pour que enfin aboutisse à un projet de texte avec un portage par son ministère, elle a souhaité proposer cet amendement. À l'occasion du dépôt de cet amendement, elle a également, de façon très précise, aussi bien dans les termes d'ailleurs de l'habilitation que dans les propos qu'elle a tenus devant les assemblées,
elle a très précisément indiqué qu'elle s'attacherait à respecter, évidemment, les grands principes posés par le Conseil constitutionnel et qui, évidemment, sont ceux de l'ordonnance de 1945, à savoir la primauté de l'éducatif, l'atténuation de peines liées à l'âge et puis la spécialité de la justice des mineurs. Donc, elle l'a très précisément dit et elle a même ajouté qu'elle était également attachée au maintien de la double compétence du juge des enfants, et nos échanges d'il y a peu confirment à quel point c'est important. Donc, à partir de ce moment-là, elle a également précisé que sa démarche de passer par ordonnance était fondée sur une volonté d'aboutir enfin à propos d'un texte qui n'avait jamais pu jusque-là voir vraiment le jour, et sans pour autant se passer de la consultation indispensable et des professionnels et des parlementaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui, je vais vous en dire quelques mots, et c'est dans ce cadre-là que les travaux vont se poursuivre, puisque sur le plan du calendrier, donc nous sommes en train de finaliser le projet de texte à partir des consultations que nous avons faites, et la FMGF a été consultée, les barreaux, les professionnels dans le cadre du groupe de travail, et puis il y a eu un questionnaire qui a été adressé à tous les acteurs de la justice des mineurs, professionnels de la PJJ, avocats, magistrats du siège et du parquet, qui a reçu un nombre de réponses certes limité par rapport à toutes les personnes interrogées, mais qui est quand même assez significatif, puisqu'il y a eu plus de 900 réponses à ce questionnaire, et dont je vous dirai d'ailleurs quelques mots en termes d'orientation qui sont donnés par ce questionnaire. Et donc, à partir de ce travail-là, et en étant toujours en lien avec un groupe de parlementaires, parce que vous le savez, parallèlement à tout ce que je vous ai dit, il y avait déjà eu des travaux importants menés par des parlementaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Des commissions avaient travaillé sur la problématique de la justice des mineurs. Donc, toujours en lien, le projet de texte a été écrit par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, avec évidemment l'appui technique très précieux de la Direction des affaires criminelles et des grâces. Et c'est ce texte-là qui va être très prochainement présenté à la commission de codification pour un avis. Les travaux ont déjà été un peu engagés. Pour l'instant, nous sommes à la phase des réunions interministérielles, puisqu'évidemment, il y a les autres ministères qui doivent donner un certain nombre d'avis, le tout étant finalement, bien sûr, décidé au niveau gouvernemental. Et cette démarche va donc aboutir normalement le 18 juin à un avis de la commission de codification. Ce texte sera à ce moment-là stabilisé dans ses très grandes lignes, et on pourra reprendre le deuxième volet de consultation, c'est-à-dire à nouveau rencontrer les organisations syndicales, rencontrer les organisations professionnelles, dont l'Association des magistrats de la jeunesse, rencontrer les conférences des présidents des procureurs, des premiers présidents des procureurs généraux. Bref, je vous passe le détail parce qu'il y a de multiples consultations qui sont envisagées, et tout ce deuxième volet de consultation pourra effectivement être pris en compte, puisque vous savez qu'on peut toujours faire des saisines rectificatives du Conseil d'État, même si la saisine du Conseil d'État est prévue le 1er juillet. Il n'empêche que pendant tout le mois de juillet, on va poursuivre les consultations et qu'il sera tout à fait possible de faire, si c'était nécessaire pour des ajustements, une saisine rectificative du Conseil d'État à l'issue de ces consultations. Donc voilà un petit peu comment déjà la démarche de travail a été conçue et s'est engagée. Je vais vous dire quelques mots donc des résultats de la consultation qui a été faite par le biais d'un questionnaire Sphinx, dont vous connaissez sans doute un peu le fonctionnement. Alors je sais que certains ont trouvé que ce questionnaire était peut-être un peu difficile d'accès, peut-être trop orienté sur la procédure, peut-être trop fermé. Il n'empêche que c'était aussi un enjeu de traitement. Nous n'avions pas les moyens d'avoir un outil
spécialisés pour le traitement. Donc, il fallait qu'un certain nombre de questions au moins puissent être que les réponses puissent être oui ou non, pour qu'on puisse faire un traitement rapide, même s'il y a eu un certain nombre de questions tout à fait ouvertes, avec des options proposées. Par exemple, qu'est-ce que, selon vous, améliorerait la procédure, avec 3 possibilités de réponse. Voilà. Donc, on a essayé de faire au mieux, dans des délais qui étaient effectivement assez contraints. Et je vous donne très, très grandes lignes des réponses qui ont été données majoritairement d'ailleurs par des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y avait un souhait majoritaire de réforme de la justice des mineurs, puisque 56% des répondants se disaient insatisfaits par la mise en œuvre de la procédure actuelle, et 66% parmi ceux qui se disaient évidemment insatisfaits étaient favorables à la création d'un code de justice des mineurs. Parmi ces 66%, 80% étaient favorables à la création d'un code qui ne comprenne pas qu'une seule partie pénale, mais aussi une partie justice civile. Ce à quoi d'ailleurs la ministre réfléchit. Alors, on a une difficulté purement juridique, qui est que comme ça n'avait pas été envisagé au départ, ça n'est pas dans les termes de l'habilitation. Donc, pour l'instant, on ne peut pas passer par cela, mais la ministre l'a dit à plusieurs reprises, lors notamment des échanges qu'elle a pu avoir avec lors des différentes consultations. C'est quelque chose qui l'intéresse particulièrement, et ça peut être une des évolutions à venir. Donc, sur la question de l'âge de la responsabilité civile, une large majorité s'est prononcée pour la fixation d'un âge et pour l'abandon de la seule détermination par le discernement de l'âge de la responsabilité pénale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la tranche d'âge qui a été majoritairement proposée. C'est la tranche des 10-12 ans, à 51% des répondants. Ce qui nous fait une moyenne de l'âge proposé à 11,9 ans. Voilà, je pense que c'est une réflexion qu'il est intéressant d'avoir, parce que moi-même j'ai été surprise de ce résultat. Je crois que la ministre ne souhaite pas qu'on bouge par rapport à l'âge actuel, en tout cas de possible prononcé d'une peine qui est de 13 ans. Mais voilà, ça vous donne un peu aussi, pour ceux avec qui on discutait tout à l'heure sur la problématique des âges, ça vous donne aussi la préoccupation de certains sur qu'est-ce qu'on va donner comme réponse, y compris aux victimes, par exemple, lorsqu'un fait a été commis par un jeune au pénal et que du coup, il n'y a pas d'enquête approfondie qui puisse forcément être menée pour la détermination de l'imputabilité. En tout cas, c'est un raisonnement qui est présenté par un certain nombre de nos interlocuteurs lors des consultations. Je ne dis pas qu'il est fondé, je dis qu'il est présenté par un certain nombre d'interlocuteurs. Donc voilà, sur les aspects plus procéduraux, là je vous donne encore une fois des questions un peu oui-non, je sais que c'est assez schématique, mais ça donne quand même une idée. 78% se sont déclarés opposés à un élargissement des pouvoirs des juges des enfants. 43% étaient plutôt favorables au principe de la césure. 37% y étaient plutôt défavorables, les autres ne sachant pas. Et enfin, dans les réponses avancées, une évolution du panel des mesures éducatives n'était pas souhaitée. Alors après, dans le détail, c'était plus mesuré que ça. Mais enfin, globalement, on ne voulait pas bouger grand-chose. Et la question des moyens, bien évidemment, a été soulevée. Je n'y reviendrai pas puisque ça a été l'objet de nombreux débats et que j'y reviendrai par ailleurs dans mon propos plus sur le fond. Voilà un petit peu le résultat de ce questionnaire. Alors, ça n'est pas évidemment le questionnaire qui fait toutes les consultations. J'indique qu'au-delà de toutes les consultations qui ont pu être faites par la garde des Sceaux et son cabinet, et aussi les groupes de travail de réflexion dont j'ai déjà parlé, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions qui ont pu être menées, notamment dans les interrégions, organisées par les directeurs interrégionaux et les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Et comme je vous l'ai dit, ces consultations ne sont pas terminées. Alors, maintenant les grandes lignes du
projet tels que je peux vous les donner, puisqu'évidemment, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Il y a beaucoup, c'est un projet, vous l'imaginez, complexe, technique, parce que même si on a fait beaucoup d'efforts pour la simplification, c'était quand même l'attente de tous, hein, un texte qui a été réformé, là ça va être la 40e fois qu'il est retouché. Dans l'histoire, il a été réformé dans tous les sens, si je puis dire, avec une phase, je dirais, proche de sa naissance en 1945, qui a été plutôt vers une évolution en faveur de la spécialisation et de l'attention particulière à donner à la prise en charge des mineurs en raison de leur minorité. Et puis ensuite, à partir des années 2000, en lien sans doute avec des problèmes sociaux plus larges, une vision au contraire assez différente de la justice des mineurs que l'on souhaitait de plus en plus rapprocher de celle des majeurs. Donc on voit bien que cette ordonnance, tout en restant avec des principes très affichés dans sa rédaction, a pu, au fur et à mesure des réformes, avoir au fond des orientations assez divergentes, voire opposées. Alors, cette clarification, cette simplification, je crois qu'elle était attendue par beaucoup. Et les objectifs, en tout cas que nous sommes fixés dans notre réflexion à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et qui vont se retrouver dans une grande partie de ce texte, et là encore je dis sous réserve des interministériels, sous réserve du regard attentif de la commission de codification qui peut encore bouger à la marge les choses, mais néanmoins l'idée que nous en avions, c'était peut-être aussi de redonner à ce texte une forme de cohérence par rapport à ses objectifs initiaux. Parce que, on sait bien que l'instruction, telle qu'elle a été conçue par l'ordonnance de 1945, l'instruction qui peut être officielle ou officieuse dans ce texte, elle était destinée avant tout à investiguer la personnalité des mineurs. Et elle est devenue, au fil du temps, avec les différentes orientations dont j'ai parlé, davantage destinée à l'établissement des faits. Donc on a changé de sens un petit peu dans la procédure même et dans son déroulement. On a bien vu au fur et à mesure et on allait vers plus de volonté quand même de réprimer la délinquance des mineurs. Et en même temps, on allait vers plus de droits et de reconnaissance de droits procéduraux, parce que ça allait forcément avec. On a donc réorienté cette instruction vers une optique plus pénale. Et il est intéressant de voir, on aura l'occasion certainement d'en reparler, à la suite des résultats d'une inspection que nous avons souhaité faire, portée par l'Inspection générale de la justice sur la mesure judiciaire d'investigation éducative, il est intéressant de voir que celle-ci est très, très peu utilisée en matière pénale. La MJ est essentiellement prononcée en matière civile, à une très, très large majorité. Au pénal, elle est très peu prononcée. Elle commence à être davantage prononcée sous, je dirais, à l'instigation des services de la protection judiciaire de la jeunesse, par les juges d'instruction, lorsque on a affaire à des affaires de radicalisation. Parce qu'on a beaucoup porté ça, comme il y avait majoritairement, évidemment, des saisines de juges d'instruction dans ce type d'affaires, eh bien, on a vraiment œuvré, et c'est maintenant de plus en plus une pratique qui s'installe, pour que des mesures d'investigation judiciaire soient prononcées systématiquement dans cette matière. Mais dans les autres matières au pénal, c'est assez exceptionnel, et l'inspection l'a bien relevé. Donc, voilà, là aussi, c'est intéressant de faire ce rapprochement dans les pratiques. Du coup, on a cette instruction qui a été un peu déplacée dans ses fondements originaux. On a une procédure qui, manifestement, donne plus de garanties aux mineurs. Donc, c'est vrai qu'on peut interroger le maintien d'une procédure officieuse. Et on a également la décision du Conseil constitutionnel de juillet 2011 qui crée une sorte de rupture dans le sens même de l'ordonnance de 1945, puisqu'elle dit, à partir du moment où on a été juge de l'instruction, qui est devenue ce que je viens de vous dire, et qu'on prend la décision de renvoi devant la juridiction, on ne peut plus intervenir dans la décision finale et dans, évidemment, sa mise à exécution. Et ça, c'est un problème de fond.
c'est certes de la procédure, mais c'est le sous-jacent de tout ce qu'on peut faire après en termes de parcours. Et ce terme-là, il est revenu beaucoup dans les débats que vous avez eus avec Madame la garde des Sceaux. J'ai été intéressée d'entendre vos propos sur Cassiopée. Je me souviens bien qu'à l'époque où j'étais sous-directrice, on avait essayé d'œuvrer pour que Cassiopée intègre notamment toute l'application des peines aux mineurs. Ça a été une difficulté technique qui a empêché que ce soit intégré. Je suis assez heureuse de vous dire que pour ce qui concerne la PJJ, et je ne doute pas que des efforts très importants qui sont faits actuellement par le ministère sur les problèmes d'informatique et de système d'information va permettre d'améliorer Cassiopée très rapidement. Mais en tout cas, ma direction a beaucoup travaillé sur le changement, l'évolution drastique de notre système d'information à nous, puisqu'on a en fait 2 systèmes d'information parallèles, GAM et IMAGE, GAM pour le secteur public, IMAGE pour le secteur associatif habilité. Et ces 2 systèmes sont de toute façon construits comme Cassiopée, c'est-à-dire pas très bien à mon sens, par mesure pour nous, par décision pour vous, par affaire, mais nous c'est par mesure, ce qui interdit toute vision un peu prospective du parcours du jeune, donc toute utilisation véritablement éducative de ce système d'information. Donc on est en train de le réaliser, une révolution copernicienne qui consiste à passer d'un système d'information par mesure à un système d'information par mineur. Ça permettra, d'abord ça devrait beaucoup faciliter, en tout cas on essaye de construire le système dans cet esprit, le travail des professionnels de la PJJ, qui pourront utiliser ce système pour construire leurs rapports, échanger avec la juridiction, mais aussi avoir une vision très panoramique, on va dire, du parcours des jeunes qu'ils accompagneront, puisqu'on a même prévu de permettre une espèce de frise chronologique du parcours qui sera rendu visible pour les services. Et puis, bien sûr, le passage de l'information d'un établissement ou d'une structure à l'autre sera considérablement facilité de cette manière. Ça devrait aussi à terme, je dis à terme parce que la première version est annoncée en 2020, autour, je pense, de la moitié de l'année, parce que c'est vrai que c'est un gros travail, que ça a nécessité la réunion de groupes de réflexion de professionnels pour bien évaluer tous les besoins, que maintenant on est à la phase de la réalisation technique. Donc c'est un gros chantier, mais cette première version, évidemment, elle sera améliorée, perfectible, et notamment elle sera reliée à un système statistique, si vous voulez, puisque chaque mineur sera anonymisé. On pourra traiter les données dans un infocentre issu de ce système d'information pour analyser du coup chronologiquement le parcours. Et j'espère qu'un jour, Cassiopée intégrant et la protection de l'enfance et l'application des peines, on puisse avoir, évidemment toujours, dans un cadre anonymisé et conforme aux règles de la CNIL, la possibilité d'analyser notre politique publique et son efficacité depuis la première entrée d'un jeune dans le système de protection de l'enfance ou lorsqu'il entre en premier à la PJJ, jusqu'à bien au-delà de la majorité, notamment en termes de parcours pénal, puisqu'on sait bien que la délinquance s'arrête d'elle-même dans la très grande majorité des cas entre 25 et 30 ans. Eh bien, il est évident qu'il faut, pour voir si le fait d'accompagner le plus tôt possible un jeune a un impact sur la durée de sa trajectoire en matière de délinquance, il faut qu'on puisse l'analyser bien au-delà de la majorité. Ça, c'est un objectif à très long terme, mais je pense que ça peut être extrêmement intéressant et que ça peut, en tout cas moi je pense que ça va confirmer des observations et même, je dirais, des réalisations qui nous viennent de l'étranger et de façon peut-être surprenante des États-Unis. Je pense à la justice résolutive de problèmes, dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler, puisque l'ENM s'intéresse beaucoup à cette question-là. Depuis les années 80, les États-Unis travaillent sur la justice résolutive de problèmes, déjà pour les majeurs. Il y a maintenant quelques cours mineurs qui se sont créés aussi.
Et l'idée est la suivante, c'est, on s'aperçoit, parce qu'on est pragmatique aux États-Unis, que la répression systématique, la détention notamment, c'est très cher, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est pas très efficace en termes de lutte contre la récidive. Ils sont comme nous, hein, ils ont un taux de récidive à la sortie de prison qui est très élevé, hein, plus de 50%. Donc, ils s'en sont rendus compte et ils se sont dit, on va essayer de faire autrement. Et donc, pour un certain nombre d'affaires délictuelles, y compris d'ailleurs beaucoup les affaires de stupéfiants, qui occupent quand même beaucoup les juridictions pour mineurs, eh bien, on va faire plutôt de l'action sociale. Donc, on va regrouper, et c'est ça leur originalité par rapport à nous, dans un lieu unique, qui est la juridiction, autour d'un magistrat, les différents pôles d'intervention, en tout cas de contact pour le délinquant, que ce soit prise en charge sociale, prise en charge en matière de santé, soutien à la recherche d'un hébergement, etc. Le juge coordonnant et surveillant de près que l'intéressé vient bien, etc. Et prenant ensuite sa décision en fonction des résultats de cet accompagnement, avec évidemment en cours de route, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de baguette magique pour que ça fonctionne, des rappels, des reconvocations. Bon. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que fait la justice des mineurs en France. Et donc, cette mise en évidence-là, plus ce qui vient, vous l'avez peut-être vu dans Le Monde, de sortir de l'université de Berkeley sur le constat que même en matière de violence, il est plus efficace de passer par des peines de probation que par de la détention, eh bien, tout ça vient au soutien de l'efficacité de l'action éducative. C'est pour ça que quand la garde des Sceaux vous parle de plus de rapidité et de plus d'efficacité, il faut bien comprendre, en tout cas c'est ce que ma direction porte, que l'efficacité, ça repose sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire mettre en valeur l'efficacité de l'action éducative, et la rapidité, eh bien, c'est l'idée aussi qui, je crois, est quand même partagée par un certain nombre de professionnels de l'action éducative, en tout cas ceux avec qui j'ai échangé l'ont souvent dit, c'est que quand on est face à un jeune qui a commis une infraction pour des faits qui sont quand même, en général, simples, pas d'une grande complexité, qu'il est assez évident, qu'il est même évident de démontrer qu'ils ne sont pas sérieusement contestables, et voire pas contestés très souvent, eh bien, il vaut peut-être mieux, dans ces hypothèses-là, prendre une décision rapide sur la culpabilité, qui permet de donner une réponse claire aux jeunes et d'asseoir, du coup, l'action éducative de façon bien plus opérante que lorsqu'on vous dit vous êtes présumé innocent, mais on va quand même vous contraindre à faire ci, puis ça, et puis ça encore, et puis ça va durer très longtemps, et puis à la fin, peut-être d'ailleurs au-delà de votre majorité, vous serez convoqué pour un jugement, et peut-être d'ailleurs que ça fait longtemps que vous saurez plus très bien quels étaient les faits pour lesquels vous êtes convoqué. Je caricature volontairement, hein. Mais on a quand même dans les chiffres une traduction de cela, puisque la moyenne de durée entre les faits et le jugement, telle qu'elle est actuellement calculée, est de 18 mois. Donc c'est quand même beaucoup, et c'est une moyenne. J'étais récemment aux Antilles, le délai moyen, d'après ce que m'ont dit les chefs de cour, de jugement oscillait entre 3 et 6 ans. Donc vous voyez un petit peu la problématique. Alors je ne dis pas que c'est partout comme ça, bien sûr, il y a une spécificité aux Antilles, des difficultés particulières, mais quand même. Donc cette forme de rapidité de la réponse, elle a aussi un intérêt pour les victimes, parce qu'elles peuvent être prises en compte rapidement. Elles ont aussi le sentiment, et je crois qu'il ne faut pas qu'on néglige quand même ce qui revient beaucoup, là pour le coup, dans les enceintes parlementaires, auprès des différents porte-parole de nos concitoyens, et puis dans l'opinion, et puis dans les médias, le fait qu'il y a ce sentiment que nous savons erroné, mais qui est réel, qu'il ne se passe rien pour les mineurs qui commettent des infractions. Alors, on n'est pas parfait, on l'a dit, il y a le sujet des moyens, tout n'est pas pris en charge, mais quand même, il y a eu, y compris depuis un certain nombre d'années, des progrès.
la protection judiciaire de la jeunesse essaye, avec les moyens dont elle dispose, de répondre au mieux, de se donner autant que possible les moyens d'une réponse adaptée et la plus rapide possible. Et on ne peut pas dire d'une manière générale qu'il n'y a aucune réponse pour les faits de délinquance des mineurs. Le faire savoir, faire en sorte que la victime de fait puisse être présente à une audience rapidement après la commission de ceci, à chaque fois que c'est évidemment juridiquement envisageable, c'est aussi une manière de l'associer quelque part à l'action de justice et à l'action de rééducation des mineurs que nous prenons en charge. Et en plus, la justice restaurative, qui est quand même un de nos axes de travail aussi, peut être amorcée, une action en matière de justice restaurative peut être amorcée aussi à cette occasion-là. Voilà un petit peu les avantages de cette idée générale qui irrigue le fait de mettre un peu au centre quand même, un peu en vedette du circuit procédural, la césure. Et puis, c'est aussi l'idée de permettre, pendant la période qui va suivre, une véritable action éducative qui sera encadrée dans des délais. Ça va nous interpeller, nous aussi, à la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se mobilise plus vite. Et pour en venir à la question des moyens, j'ai effectivement demandé un certain nombre de moyens. C'est en discussion. Je pense que nous aurons, en tout cas je l'espère, une réponse positive, même si elle ne sera pas éblouissante. Nous sommes dans un cadre contraint, mais je souhaite avoir quelques moyens. En tout cas, je les ai demandés aussi pour ce que je disais tout à l'heure à certains d'entre vous qui évoquaient la problématique du déferrement. C'est vrai que la problématique du déferrement, elle peut venir interférer dans le bon déroulement de ce schéma général de la césure qui repose sur 2 audiences et puis aussi une forme de simplification des choses dans la mesure où pendant une période de césure où on sait bien que les jeunes, ils ont souvent un parcours de délinquance qui va être un peu répétitif pendant un temps, jusqu'à ce que l'action éducative ait pu produire ses effets, qu'on ralentisse ce processus. Il va y avoir plusieurs affaires. Bon. Ces affaires, elles peuvent, si elles se déclenchent, si les faits se déclenchent pendant la période de césure, être regroupées. Donc là, il y a un facteur qui peut être intéressant sur le plan de l'action éducative et de la réponse de la justice des mineurs apportée à une infraction pénale ou à des infractions pénales en termes de sens, mais elle est également intéressante en termes de mobilisation de moyens procéduraux, puisque on ne va pas... De toute façon, des audiences, vous en avez quand même déjà beaucoup. Donc, ce n'est pas une procédure qui va forcément, intrinsèquement, en rajouter plus, d'autant qu'elle prévoit aussi, même si le sondage, le questionnaire n'était pas trop dans ce sens, elle prévoit quand même, tout en maintenant les mesures telles dans leur configuration actuelle d'une manière générale, la possibilité de prononcer une mesure éducative unique modulable qui sera donc plus simple à gérer en termes de renouvellement par audience, sachant qu'évidemment, ce sera toujours la décision du juge qui donnera l'orientation du contenu, mais qu'elle pourra se faire sans qu'il y ait forcément une audience, sauf pour les placements, ce qui sera facilitateur aussi pour vous. Mais bon, la question du déferrement, elle se pose parce qu'elle peut éventuellement rajouter une audience aux 2 audiences qui normalement rythment la procédure de césure, c'est-à-dire l'audience de culpabilité, l'audience de jugement sur la peine, en précisant quand même que là aussi, le juge des enfants aura toute l'attitude d'orienter soit vers la chambre du conseil, soit vers le tribunal pour enfants, en fonction du parcours éducatif du jeune. Donc ça aussi, ça peut être intéressant sur le plan de la facilitation de la procédure. Mais on voit bien qu'il y a un écueil important du déferrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un phénomène qui a été beaucoup échangé lors des travaux qu'on a pu faire, y compris lors de nos échanges avec les parquetiers, avec la DACG, c'est que dans le cadre des alternatives, finalement, on fait énormément de choses déjà. Et un jeune peut arriver avec de multiples alternatives aux poursuites qui se sont succédées. Il a eu déjà des mesures
très proches de celles qu'un juge des enfants peut prononcer en chambre du conseil, qui ont été prononcées plusieurs fois. Et il est perçu à son arrivée, de façon d'ailleurs assez injuste, comme un multiréitérant, que ce soit par le parquet ou par le siège. Dans l'esprit de tous, c'est quelqu'un qui a déjà commis un parcours pénal, alors que, juridiquement, il est primo-délinquant. Mais pas dans l'esprit, et c'est normal, enfin, ça correspond à la réalité. Pas dans l'esprit de tout le monde, sauf que, là où c'est assez injuste, c'est que pendant les alternatives aux poursuites, il n'aura pas eu un accompagnement éducatif de fond. Il aura eu des mesures ponctuelles, certes intéressantes, certes utiles, quand on est un jeune pour lequel il y a juste besoin d'un rappel du cadre, mais pas suffisantes quand on est un jeune en grande difficulté. Or, les chiffres nous le montrent, les mineurs, et c'est aussi le résultat des échanges qu'il y a pu y avoir tout à l'heure, les mineurs qui arrivent en délinquance, ce sont des mineurs qui ont très souvent, dans la grande majorité des cas, un parcours de protection de l'enfance, ou qui auraient dû en avoir un, vu la situation familiale dans laquelle ils se retrouvent. Et ça, même les chiffres le démontrent, puisque 3% seulement de la population générale se retrouve avec une problématique de délinquance. Si on prend le pourcentage des jeunes qui ont été à un titre ou à un autre suivis en protection de l'enfance, c'est bien plus élevé. Je suis en train de me faire préciser ces chiffres, et c'est largement au-delà de 25%, et peut-être qu'on frise la moitié du public de protection de l'enfance. Et on n'a pas toutes les données, puisqu'on n'a pas forcément les données de protection administrative. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Du coup, il peut être extrêmement important de ne pas laisser se succéder trop d'alternatives, parce qu'à ce moment-là, à bas bruit, eh bien, la situation se dégrade et on va arriver au déferrement, dans l'urgence, en catastrophe, avec, du coup, une décision qui sera imposée par la place disponible dans un hébergement quel qu'il soit, sans préparation, et quelque part, je ne dis pas que ça répond à toute la problématique des moyens, mais ça répond à une partie de la problématique des moyens, lorsqu'on évite d'avoir des placements catastrophes dans des structures qui sont déjà en charge de mineurs très compliqués, et que du coup un jeune va arriver dans une structure et va véritablement générer une difficulté dans le groupe, ce qui va amener la structure à dire j'en prends plus parce qu'on est trop en difficulté. Donc on aura comme ça des refus d'un certain nombre de structures d'un territoire, et on sera obligé de prendre la place disponible alors qu'elle n'est pas forcément adaptée. Donc ça, c'est un vrai problème. Je fais l'hypothèse de travail, mais que je vous livre, parce que ça aussi, ça pourra être évoqué lors de consultations. Et ça, ce n'est pas lié directement à la réforme, puisqu'on pourrait déjà le faire. C'est une question vraiment de pratique professionnelle, mais ça peut être l'objet d'un travail dans le cadre de l'accompagnement qu'on prévoit à la mise en place de la réforme, tout ce travail de concertation à mettre en œuvre entre magistrats du parquet, magistrats du siège, protection judiciaire de la jeunesse. C'est donc que la protection judiciaire de la jeunesse puisse être saisie par le parquet pour une mesure de recueil de renseignements socio-éducatifs un peu approfondie, lorsque le parquet, voyant qu'il y a plusieurs alternatives qui commencent à se succéder, ressent une inquiétude pour le jeune et s'interroge sur le point de savoir s'il ne faudrait pas saisir le juge des enfants avant d'attendre que ce soit en catastrophe. Donc ce serait à cette fin qu'une mesure d'investigation pourrait être utilisée et permettre ainsi une saisine dans un contexte beaucoup moins tendu, permettant une action de milieu ouvert, voire une mesure éducative d'accueil de jour avec une prise en charge de journée qui permet d'attendre s'il faut vraiment un placement, la bonne place au bon endroit, ou qui permet d'ailleurs, dans certaines hypothèses c'est possible, de remplacer un hébergement dans une structure. Voilà un peu l'idée générale. Donc des mesures éducatives qui seraient plus lisibles, plus faciles à gérer, mises en valeur par la période de césure, et qui permettraient une individualisation de la peine ou de la mesure éducative prononcée in fine par une action éducative vraiment valorisée dans ce cadre. Alors, c'est vrai que
la césure, ce type de procédure ne correspond pas à toutes les hypothèses, hein, c'est certain. C'est pourquoi il est envisagé dans le projet de texte que le juge des enfants puisse, dès lors que la peine encourue est d'un certain seuil et que l'âge est de plus de 13 ans, bien évidemment, renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants pour l'audience de culpabilité, de manière à avoir la collégialité s'il estime que la situation est trop complexe. Et le parquet peut orienter directement pour l'audience de culpabilité devant le tribunal pour enfants, également à cette fin. C'est lorsque l'affaire paraît complexe. Il y a aussi la possibilité d'orienter vers le tribunal pour enfants pour les faits plus graves de mineurs réitérants. Et puis, il y a aussi la possibilité qui est envisagée que le juge des enfants, en audience de cabinet, parce que ça, c'est une demande qui a été portée par plusieurs magistrats de la jeunesse, et je crois par votre association, puisse prononcer dans un cadre bien précisé, encadré, et des mesures limitées dans leur impact, un certain nombre de peines, comme le stage, la confiscation et le travail d'intérêt général. Voilà des choses qui sont envisagées, qui reflètent aussi un certain nombre de vos attentes, qui sont évidemment encore en réflexion et qui pourront faire l'objet, là aussi, de vos observations dans le cadre des consultations à venir. Je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel sur votre attente, parce que j'ai repris un petit peu les questions que vous vous étiez posées dans vos propositions, vos 30 propositions qui ont été ensuite reprises par une note plus récente. Il y avait aussi le sujet de la spécialisation de la justice des mineurs. Et je crois pouvoir dire que ce projet de texte va dans le même sens que ce qui avait déjà été mis en œuvre dans le cadre de la LPJ pour les quelques mesures qui concernaient les mineurs, à savoir le fait de limiter le prononcé, la révocation du contrôle judiciaire pour les mineurs de 13 à 16 ans à des hypothèses de gravité particulière de l'infraction commise aux obligations, et au fait qu'elle devait être répétée et qu'il fallait motiver le fait qu'aucune autre obligation, aucun renfort d'autres obligations ne permettait de parvenir à l'objectif qui était poursuivi dans l'action éducative auprès de ce jeune. Donc ça, c'était un point positif. Deuxième point qui va dans le sens de la spécialisation, eh bien, c'est le fait d'avoir décorrélé la durée de la détention provisoire, du maintien en détention provisoire, entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants et la date du jugement, de ce qui était applicable pour les majeurs. Jusque-là, c'était le même statut. On pouvait maintenir en détention provisoire 2 mois renouvelables 2 fois. Et maintenant, on peut maintenir en détention provisoire 2 mois renouvelables 1 fois 1 mois. Donc, on passe d'un maximum de 6 mois à un maximum de 3 mois. C'est aussi reconnaître la spécificité de la justice des mineurs, et notamment à l'égard des plus jeunes d'entre eux. C'est une orientation qui avait déjà été engagée au titre de la LPJ. Je voudrais, pour terminer, dire quelques mots, parce que je sais que le sujet des centres éducatifs fermés est toujours très sensible, de cette évolution-là aussi qui a été portée dans la LPJ s'agissant des centres éducatifs fermés. La problématique des CEF, elle n'est pas récente. Ils ont été créés dans les années 2000 sur une base qui est totalement différente de celle que nous promouvons aujourd'hui. J'ai souhaité qu'il y ait vraiment une stratégie d'implantation des nouveaux centres éducatifs fermés souhaités par le président de la République, à savoir une implantation dans un site qui soit un bassin d'emploi et d'activité suffisamment bien relié au lieu du centre éducatif fermé, par des transports en commun autant que possible.
permettant donc à la fois aux professionnels, et ça c'est la question du recrutement, parce que le recrutement n'est pas facilité quand vous envoyez les professionnels dans un endroit très reculé. Donc permettant le recrutement de professionnels, leur accompagnement, donc du coup la valorisation du travail qu'ils accomplissent dans ce type de structure, sachant que l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse va déployer une formation spécifique pour accompagner les professionnels qui arrivent dans un centre éducatif fermé. Également, évidemment, c'est l'intérêt du mineur, parce que c'est l'intérêt pour lui de pouvoir, dès que possible, obtenir des stages, obtenir une scolarité, un accompagnement professionnel, enfin dans une formation professionnelle à proximité de son lieu d'hébergement en centre éducatif fermé. Deuxième nouveauté, outre l'amélioration, je dirais, architecturale globale, hein, une douche par chambre, des salles d'activité plus nombreuses, des installations plus favorables à l'exercice de l'action éducative, systématiquement la mise en place d'un lieu d'accueil pour la famille. C'est-à-dire que même si l'implantation de centres éducatifs fermés en plus grand nombre va quand même avoir un effet de plus grande proximité de ces structures par rapport aux juridictions, donc permettre aussi plus facilement une action éducative dans la perspective d'un retour au domicile, ou en tout cas dans le lieu initial de vie, que quand c'est très dispersé. On aura toujours des situations où le magistrat souhaitera l'éloignement pour des raisons X ou Y, de procédure, de délinquance, etc. Dans ce cas-là, la famille, justement parce que il m'apparaît essentiel que ce travail soit fait en lien avec la famille pour préparer la sortie, eh bien, elle pourra venir et être hébergée sur place dans des temps lui permettant de renouer ce lien au sein de l'établissement. Cette législation de la LPJ porte également quelque chose de très intéressant, me semble-t-il, et qui change quand même un peu la vision qu'on pourrait avoir de ces centres éducatifs fermés, prenant ainsi en compte d'ailleurs les observations des inspections, c'est le placement séquentiel. Parce que le placement séquentiel, il a deux grandes vocations. Il a bien sûr la vocation, et ça avait été beaucoup relevé par les inspections, d'accompagner la sortie de ces dispositifs très contenants, avec une activité construite à l'intérieur pendant les premiers mois, et puis quand même un cadre posé par les éducateurs qui est très présent. Donc passer de ce type de prise en charge à un retour en famille dans les conditions qui pouvaient éventuellement auparavant faire difficulté sans accompagnement intensif, c'est parfois difficile. Donc possibilité bien d'y aller progressivement. La même loi a juridiquement repris ce qui était pratiqué en permanence, mais qui n'existait juridiquement qu'au civil, c'est-à-dire les droits de visite et d'hébergement des parents. On développe à la PJJ des expérimentations du placement à domicile, donc retour en famille, très accompagné par des éducateurs qui sont très présents, qui vont plusieurs fois par semaine dans la famille. Mais juridiquement, le jeune est toujours placé, ce qui fait que s'il y a une difficulté, il peut être rapatrié dans la structure. Possibilité donc de ces placements séquentiels dans des familles d'accueil, dans d'autres structures, dans des FJT lorsque c'est nécessaire pour préparer la réinsertion. Ça, c'est tout l'aspect accompagnement de la fin de placement. Mais il y a aussi la possibilité de placement séquentiel pour l'apaisement du jeune ou de la structure en cours de placement, et ça, c'est aussi intéressant. Ça répond à ce que mettait en évidence les inspections, et ça sera aussi utilisable dans les unités d'hébergement collectif, parce que ce sont aussi des structures où les problématiques, je dirais, sont importantes en termes de difficultés de gestion de groupe et parfois de phénomènes de violence au sein des groupes de jeunes. Et donc, la possibilité que des placements en famille d'accueil quand c'est adapté, ou un départ en séjour d'apaisement, ou toutes les hypothèses envisageables et adaptées au parcours du jeune pourront être utilisées pour justement faciliter le bon déroulement du placement et sa durée, parce que les travaux sur la désistance montrent bien que la durée du placement est un facteur très important
de désistance pour les jeunes que nous accompagnons. Et actuellement, même en centre éducatif fermé, la durée moyenne, au lieu d'être de 6 mois comme les textes le prévoient, elle est plutôt de l'ordre de 3 à 4 mois maximum. Donc, cette hypothèse de travail, me semble-t-il, répond à un certain nombre de critiques, en tout cas, qui avaient été faites et ouvre, je crois, de véritables perspectives d'utilisation beaucoup plus au soutien de l'action éducative de ces établissements. Voilà, je m'arrête là. Je pense qu'il va y avoir un débat nourri et je vous remercie de votre attention. Bien, merci Madame Mathieu. Donc, bon, je pense qu'il y a des questions dans la salle. Dominique Athias. Une petite précision d'abord. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris dans le timing concernant la présentation de l'ordonnance. Nous sommes bien d'accord qu'avant le 22 septembre prochain, le projet doit être présenté au Parlement. Tout à fait. Nous sommes donc fin mai. Oui. Vous avez évoqué de possibilités de saisine rectificative du Conseil d'État. Alors, première saisine officielle le 1er juillet, autour du 1er juillet. C'est-à-dire qu'on passe en commission de codification. L'avis, normalement, doit être rendu le 18 juin. Et à partir de là, on réouvre la vague de consultation. Alors, les professionnels que nous sommes, avocats, magistrats, etc., auront le projet à quelle date ? Voilà, dès la sortie de la commission de codification, de l'avis de la commission de codification. Pardon, Mme Mathieu, mais est-ce à dire que les professionnels auront à se prononcer entre juillet et août ? Oui, c'est même plutôt pendant le mois de juillet qu'on va faire toutes les consultations, sachant que vos retours pourront être... Pardon. Non, mais attendez, ça sera sur le projet. N'oubliez pas que derrière, il y a toute la phase de débat parlementaire et que là, de nombreuses évolutions seront encore possibles. Mais c'est une ordonnance, on est bien d'accord. Oui. C'est une ordonnance dont oui, ça j'ai oublié de le dire, c'est très important. C'est une ordonnance dont la ministre s'est engagée à ce qu'elle ne soit pas mise en œuvre avant les débats parlementaires de ratification. Donc, ce qui sera mis en œuvre, c'est uniquement le texte à l'issue des débats parlementaires. Donc l'ordonnance, mais donc peut-être que les parlementaires, mais entre nous, ne connaissent pas grand-chose quand même au sujet, pourront dire certaines choses, mais donc les professionnels que nous sommes n'auront aucun moyen d'éventuelles règles de modification à partir du moment où ça sort de la codification. Non, puisque ce que je vous ai expliqué, c'est que le Conseil d'État est saisi le 1er juillet. D'accord ? Mais il va rendre son avis bien après, sans doute au mois de septembre. Bon. Donc, c'est vrai qu'on a pensé aux consultations au mois de juillet, parce que les gens sont là au mois de juillet. Ça n'empêche pas aussi que vos observations, vous pouvez les faire passer jusque, je dirais, mi-août, quoi. Parce qu'ensuite, au mois de septembre, et évidemment avant la date fatidique du 23 septembre, il faudra que le Conseil d'État ait donné son avis et que le Conseil des ministres ait pris sa décision. Donc ça veut dire que mi-septembre à peu près, il faudra que tout soit bien calé. Mais jusque-là, il y a toujours possibilité d'une saisine rectificative, le cas échéant en urgence, sur des points que les professionnels auraient... Évidemment, il ne faudrait pas refondre tout le texte, mais sur des points de détail, ça sera toujours possible. Je ne vais pas mobiliser la parole, mais on aura à s'exprimer là-dessus, parce que franchement, ce peu de temps est un peu compliqué. Juste autre chose également, le questionnaire que vous avez évoqué, qui a été, hormis... alors on sait que les avocats ont été, les institutions, les magistrats ont été... Qui a été, parce qu'on arrive à cet âge de 12 ans, qui a été interrogé, à part les magistrats et les magistrats du siège, du parquet, professionnels de la PJJ, avocats. Alors, je vais vous donner le détail, puisque j'ai le questionnaire sous les yeux. Voilà. Donc, éducateur, juge des enfants, responsabilité éducative, éducateur de la PJJ, vice-procureur, substitut, directeur territorial, directeur de service de la protection judiciaire de la jeunesse, substitut du procureur, vice-président, psychologue, directeur de service sans précision,
conseiller technique, magistrat, directeur de service, juge d'instruction, procureur de la République, procureur général. Vous voyez, c'était très large. On a été effectivement sur une large consultation au niveau du parquet, tout simplement parce qu'on n'avait pas de possibilité d'identifier les parquetiers mineurs, parce qu'ils ne sont pas identifiables dans les... Voilà. Mais je pense que les parquetiers qui ont répondu, c'était quand même plutôt les parquetiers mineurs. Les magistrats, c'était évidemment les juges des enfants. Il y avait aussi les chefs de juridiction et de cour. Et puis, après, c'est que des professionnels du métier. Hein. Et la majorité des répondants, ce sont des professionnels de la justice des mineurs, puisque c'est par exemple à 20% des éducateurs, même plus que ça. 27%, puisqu'il y a éducateurs sans précision et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. On est dépendant, si vous voulez, de ce que met la personne dans sa réponse en termes de identification. Et ma dernière question, après je laisse les autres parler, pardon. J'ai entendu donc été repris la proposition Varinard. La proposition elle est par reprise, hein, je l'ai évoquée comme antécédent de réflexion. La proposition Varinard est de permettre aux juges des enfants en cabinet de prendre des peines, de prononcer des peines. Et ma question est la suivante. Lorsque vous évoquez le TIGE, est-ce que le TIGE reste une... Non, il ne pourra pas déclencher de peine d'emprisonnement. Le TIGE prononcé en chambre du conseil. Ne pourra pas déclencher ensuite une éventuelle incarcération. La même chose... En tout cas, c'est envisagé comme ça. La même chose, le stage ne sera que... Même chose. Ça sera pas. Donc, ça veut dire que le juge en cabinet peut prononcer certaines mesures, mais qui resteront des mesures strictement éducatives. En l'état, c'est ça. Elles sont qualifiées de peines. Hein. Juridiquement, elles sont des peines, mais elles ne... Voilà. Oui, mais alors, la problématique du casier, elle est intéressante parce qu'on en a débattu avec un certain nombre de magistrats et de parlementaires, parce qu'il y a des parlementaires qui nous ont dit, et à très juste titre, mais nous, on est très embêtés parce qu'on a, par exemple, des jeunes qu'on accompagne, qu'on suit comme élus, et qui voudraient avoir certains emplois, par exemple dans la sécurité ou dans les aéroports. Hein, la question a été beaucoup posée à ce niveau-là. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont bloqués au niveau... Alors, eux pensaient du casier judiciaire, mais pas du tout. Ce n'est pas le casier, ça n'apparaît pas au casier. Hein, c'est les fichiers. C'est les fichiers, et ça, c'est un sujet ministère de l'Intérieur. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de le travailler avec le ministère de l'Intérieur, mais je veux dire que par là, que nous, dans le cadre de cette réforme, on peut difficilement y toucher. Sur le timing, juste je donne la parole pour compléter ce que vient de dire demander Dominique Attia, ça veut dire qu'au mois avant le 1er juillet, il n'y aura pas de possibilité, ne serait-ce que de commencer à réfléchir au projet de... Le projet de texte, on va pouvoir le diffuser dès la sortie de la commission de codification, c'est-à-dire 18 juin. 18 juin, d'accord. Voilà. Pourquoi n'avons-nous pas ce texte? C'est quand même commode d'avoir la lecture du texte. Pourquoi on n'a pas ce texte? C'est une décision qui ne m'appartient pas. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que il est difficile quand même de réfléchir sur un texte à partir du moment où il n'est pas complètement stabilisé. Et sur des points essentiels, il ne l'est pas encore tout à fait. Oui, mais si on attend qu'il soit stabilisé pour nous soumettre au mois d'août à là, avec une capacité à l'élection de faire des choses, c'est un peu dommage. Ce que je peux vous dire seulement, c'est que la démarche que je fais aujourd'hui auprès de vous, en venant quand même vous exposer un certain nombre d'éléments importants, des orientations qui sont prises, a justement la finalité de vous permettre au moins un début de réflexion. Vous savez bien que ce n'est pas pareil. Je sais bien que c'est réfléchir plus qu'écouter des orientations. Ça, c'est... J'aurais aimé pouvoir venir en débattre avec vous. Ben oui, parfois si on ne dit rien, on dit, enfin, moi je dis, c'est pas normal. Voilà. Si on ne le dit pas en disant on est d'accord pour nous, il faut le dire. Mais c'est pas normal. C'est pas une consultation de gens sans avoir le texte et à des juristes, c'est quand même sidérant. Voilà. Oui, Carole Sully, je suis avocat à Paris. Effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit. Donc je comprends qu'on va avoir une toute petite fenêtre de tir entre le 18 juin, date de la sortie de la commission de codification, et le 1er juillet, date de soumission au Conseil d'État pour la saisine, hein, c'est bien ça. Oui, mais même au-delà. J'entends tout ce qui
sauf erreur, en fait, il n'y a pas eu de vérification des personnes qui ont répondu, puisqu'il n'y avait pas de contrôle des personnes qui répondaient. Est-ce qu'il est possible de nous faire une synthèse? Il a été indiqué qu'il y avait eu des consultations qui avaient été faites auprès des associations de magistrats, des professionnels de la justice. Si nous avons eu la synthèse du questionnaire, donc des personnes qui ont répondu, est-ce qu'il est envisageable de nous faire la synthèse des consultations avec les professionnels de la justice? Parce qu'effectivement, sur cette question des 10-12 ans, qui a fait un peu réagir tout le monde, je ne suis pas certaine que l'organisation de magistrats, d'avocats, d'éducateurs ait une même lecture. Est-ce que vous avez aussi un regard? Alors, ce que je ne peux pas vous dire comme ça, parce qu'il y a eu de multiples consultations, mais par exemple, j'étais avec la garde des Sceaux récemment dans une juridiction du sud de la France. La quasi-totalité des magistrats du siège et du parquet qui étaient présents se sont exprimés en faveur du maintien du discernement, par exemple. On a eu l'inverse dans une autre juridiction du sud-ouest de la France. Bon. Donc, c'est très partagé. Et ça, sur l'âge, c'est clairement, d'ailleurs, un des sujets pour lesquels la ministre s'interroge encore et qui fait que voilà, on est encore dans la dernière ligne droite des réflexions de fond qui bloquent un peu le sortie du texte. Est-ce que ce qui doit faire la différence n'est pas l'application du droit international, tout simplement, puisque que les avis soient partagés, c'est une chose. On a quand même l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui impose aux États de fixer un âge minimum. Alors, qui dit procédure pénale, comme vous le savez, des consultations qui ont été faites, la FEJF a fait des propositions, le CNB, il y a un travail qui a été fait également avec les professionnels de la justice des mineurs, et il y a des propositions qui existent également. Moi, j'ai eu une autre toute petite question, la question moi, je me pose une question sur le fond, mais peut-être que c'est une totale erreur de ma part. Dans le cadre du projet tel que vous l'avez amorcé, dans l'hypothèse d'une déclaration de culpabilité qui soit tant en audience de cabinet qu'au tribunal de l'enfant, le premier terme de la récidive, il est compté à partir de quand? Pardon? Est-ce que c'est la déclaration de culpabilité en audience de cabinet, ou est-ce que c'est la déclaration de culpabilité tout court, ou est-ce que ce sera la décision sur... Non, ça ne peut être que la décision sur la peine, puisque c'est le moment où la décision est définitive. Elle n'a jamais été décidée. Bah oui, donc ça veut dire que ça pose pas de problème juridique, parce que les dispositions de l'article 132.10 du code pénal, elles disent bien une personne condamnée. Donc voilà, la déclaration de culpabilité, elle va être ouverte au moment de la première audience. Et ensuite, comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'en fait, on aura, si on suit ce que vous indiquez, ça voudra dire qu'en fait, il va y avoir une déclaration de culpabilité. Il va y avoir ensuite du temps qui va passer. Pas de possibilité d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité au moment, j'imagine. Bien sûr. Comment ça fonctionne? 10 janvier. C'est une procédure spécifique mineure qui va être construite. 10 janvier, déclaration de culpabilité. Je suis avocat. Oui, non, mais je ne peux pas rentrer encore dans tous les détails techniques qui sont en cours de validation en RIM actuellement. Donc, je ne vais pas vous donner des réponses formelles, alors que peut-être qu'à la RIM de la semaine prochaine, il y aura des modifications et après vous diriez, je vous ai raconté n'importe quoi. Donc là, il est un peu tôt. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans mon esprit, en tout cas, et dans ce qu'on propose, sous réserve, évidemment, sous toutes les réserves d'usage, bien évidemment que l'appel est possible sur la déclaration de culpabilité. Oui, bien évidemment. Je pense que c'est un vrai souci. Parce que si j'entends ce que vous dites, quand je dans le premier temps de la récidive, ça pourrait être, et je mets tous les guillemets, il n'y a aucun souci. Après la déclaration sur la peine, sauf qu'en fait, ça voudrait dire que, alors qu'on aura un jugement sur la peine, on va pouvoir contester et la culpabilité et la peine. C'est surtout que le jugement sur la peine ne pourra pas être. Le jugement sur la peine ne pourra pas être tenu tant que l'appel sera pendant. Par définition. À mon sens. Et pour le terme de la culpabilité, ça ne peut être que sur la deuxième audience, puisque une mesure éducative ne compte pas comme premier terme de la récidive. Donc si la deuxième audience se traduit par une mesure éducative, ça ne peut pas être pris en compte comme premier terme de la récidive. Donc
par définition, ce n'est pas la déclaration de culpabilité qui pourrait être retenue. Hein. Sous réserve que cette règle soit maintenue. Sous réserve que cette règle soit garantie, soit maintenue. Oui. Ah, si, voilà. Ça, il faut le garantir. Non, mais c'est vrai que la question de l'appel sur la déclaration de culpabilité va inévitablement bloquer le renvoi sur le jugement. Enfin, sur le... Alors, c'est pour ça que, sans doute, il y aura des délais. Hein. Là aussi... inévitablement suspendu au prononcé de l'appel et de l'éventuel pourvoi et de... Oui, oui. D'autant plus qu'il risque d'y avoir davantage d'appels, puisque je pense que comme le résultat final, par définition, donc la sanction finale n'est pas connue, il est envisageable en tout cas qu'il y ait davantage d'appels sur la déclaration de culpabilité. Mais après, c'est les avocats qui... Ce sera à voir. Ce sera à voir. J'en ai pas la certitude. Oui, c'était par rapport à la politique du parquet. Oui. Parce que je pense que toute réforme, en tout cas notamment de la césure, si le parquet continue ses pratiques, je veux dire, ça vide complètement de son sens toute réforme. Alors, quels seraient les pouvoirs de limiter ces politiques de déferlement? Parce que je pense que c'est quand même fondamental par rapport à toute réforme. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, c'est toujours une vieille demande, d'expertiser finalement ce que le temps réel, la pratique du temps réel a apporté comme dégâts dans la juridiction des mineurs. Et je pense que là, on aurait quand même un socle d'indications qui permettrait une véritable politique pénale, parce qu'à l'heure actuelle, la politique pénale se réduit au temps réel. Mais ce temps réel n'a jamais été de politique pénale. C'est même une politique d'escalade, de destruction et de maltraitance pour les mineurs, mais aussi pour les professionnels. Oui, peut-être je prends la deuxième question, j'essaierai de répondre ensemble. Non, mais c'était juste pour une observation, déjà peut-être une réaction par rapport à la consultation par Internet qui a été faite. Nous, on a eu une interrogation forte, alors je me présente interlocuteur, je suis éducateur, aussi responsable syndical à la PJJ. On a eu une réelle interrogation déjà sur la modalité de diffusion. Je vous dis comme ça entre nous, j'ai fait un petit test, j'ai pris le lien et je l'ai envoyé à une dizaine de personnes extérieures à la PJJ, donc au réseau intranet. Ça a fonctionné très bien. Donc pour nous, il y a réelle interrogation sur qui a pu répondre, en quels termes. En plus, vous nous confirmez qu'il y a eu 900 réponses. 922, exactement. Voilà, ce qui est quand même, pour nous, est le reflet d'un investissement important. On regarde notamment notre institution qui est la PJJ, donc c'est quand même un peu public. Et c'est vrai qu'en plus, il y a eu, je sais, des propositions d'étendre la consultation, notamment de la CCP, qui a refusé de diffuser le lien en estimant aussi que cette consultation pouvait être plus un objet de communication qu'une vraie consultation. Pourquoi je dis ça? Parce que, notamment, quand vous nous rappelez d'échéancier, et c'est vrai que l'échéancier est assez court pour avoir un véritable débat. Je dirais même un débat démocratique, parce que la question de l'ordonnance ou de la justice des mineurs est une question importante qui n'est pas qu'une question entre professionnels. C'est une question sociale, politique. Si on doit remettre un peu d'histoire, on voit bien que cette question-là, elle est importante. C'est aussi derrière quel projet on porte. Et là, pour le coup, je n'arrive pas à décider quel projet est porté, mis à part une espèce de réaction un peu rempart. Pour éviter un projet à la Ciotti, il faut faire ça. Cette logique un peu binaire est un peu compliquée à un moment donné à justifier le fait que c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est juste une réaction de réflexion que je voulais quand même partager. Parce que si on doit faire ça en temps et en heure, vu ce qui est imparti et proposé, je pense qu'on pourrait passer à côté de beaucoup de choses. Ça, c'est un premier point que je voulais quand même soulever. Sur la question du temps réel, ben c'est vrai que nous, on fait l'observation dans le professionnel, que depuis une dizaine d'années, on a quand même une explosion des médicaments, une explosion parallèle des mesures probatoires et une explosion de la détention provisoire. Voilà. On est à 845 au 1er avril, donc je ne sais pas si les nouvelles modalités qui ont été intégrées dans le projet de loi justice vont modifier la donne. Et ce qui est sûr, c'est que si on fait le calcul entre le nombre de mineurs incarcérés, ceux qui sont en CEF, ceux qui sont en CRA et les jeunes majeurs détenus pour des faits qu'ils ont commis quand ils étaient mineurs, bon, je pense que le calcul fait qu'aujourd'hui, peut-être en France, il y a beaucoup d'enfants quand même qui sont enfermés. Voilà. Donc ça, c'est quand même un réel souci, et c'est vrai que la logique, notamment portée par les politiques des parquets, est quand même assez folle. En tout cas, elle nous met en position très paradoxale, permanente, qu'on soit magistrat, travailleur sociaux, etc. Si on n'inverse pas ça, je ne sais pas comment on va y arriver, avec notamment des textes qui peuvent être aussi eux-mêmes paradoxaux. Donc voilà, ça c'est un point. Sur la césure, nous on a fait des propositions dans le cadre d'un large
arc unitaire assez inédit, on dit très clairement que la question est importante, la question des moyens aussi. Et si cette question-là est pas liée à la procédure de la césure, je pense qu'on va être pareil à côté de beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est important de l'avoir en tête. Et sur la question des moyens, je vous ai entendu parler tout à l'heure sur la question des élèves, et la façon finalement aujourd'hui, on peut modifier leur fonctionnement. C'est vrai qu'on est peut-être finalement à la 5e ou 6e modification finalement du cahier des charges. Mais la question centrale, c'est pas de savoir si les CEF marchent ou pas, c'est la question des moyens et de leur orientation. Si on en arrive aujourd'hui à peut-être penser au niveau des CEF à des hébergements, et en tout cas des placements préférentiels, vous-même vous avez utilisé tout à l'heure le terme de sortie et non pas fin de placement. Ça montre bien que la question, elle n'est pas de changer le fonctionnement des CEF, c'est de faire un réel bilan et de pouvoir aujourd'hui de réinvestir les autres modalités traditionnelles de placement et de suivi éducatif et d'y mettre les moyens nécessaires. Alors, juste sur ce dernier point, je voudrais quand même rappeler, même si rien n'est parfait, que quand même, sur la trajectoire budgétaire des 5 années de la LPJ, seulement, certes c'est beaucoup, mais quand même, seulement un tiers des moyens nouveaux, des budgets nouveaux ouverts par cette législation sont consacrés au CEF. Ça veut dire quand même les 2 tiers sont consacrés à autre chose. Et notamment au renforcement du secteur associatif habilité pour que l'on puisse avoir plus de capacités d'investigation, et je sais que c'est une attente des magistrats de la jeunesse, et puis le développement de l'accueil familial, des familles d'accueil, et la rénovation immobilière d'un certain nombre de structures, parce que n'oublions pas que j'ai parlé tout à l'heure des difficultés des groupes de mineurs qui étaient souvent quand même à l'origine des difficultés pour avoir des places en hébergement, mais il y a aussi un deuxième facteur, et qui n'est pas négligeable, c'est la fermeture de places liées à des problématiques immobilières. Bon. Et là, on a engagé à la protection judiciaire de la jeunesse un énorme travail d'investissement sur nos sites d'hébergement pour 2 raisons principales. Parce que d'abord, on le voit bien, et il ne s'agit pas seulement d'implanter des centres éducatifs fermés. Dès qu'on veut implanter quelque part une structure de la PJJ, même parfois un service de milieu ouvert, mais en tout cas un lieu d'hébergement, quel qu'il soit, on a les plus grandes difficultés à se faire accepter par nos concitoyens pour s'implanter. Donc on a tout intérêt à préserver nos implantations immobilières. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, ça fait partie de ce que je souhaite engager quand on aura terminé la plus grosse phase du travail sur l'ordonnance de 45, c'est-à-dire dès cette année, en dernière partie d'année, un travail sur les états généraux de l'hébergement qui associera l'ensemble des professionnels sur une large concertation, mais qui aura pour objectif d'analyser les difficultés de l'hébergement au travers de tous les aspects de cette problématique-là, c'est-à-dire aussi bien l'organisation territoriale, la structuration juridique des services, les problématiques de ressources humaines, l'organisation du temps de travail, l'immobilier, et puis évidemment l'action éducative, donc et la formation. Toutes ces problématiques seront envisagées et l'immobilier fait partie du respect que l'on doit et aux professionnels et aux jeunes dans l'accueil qui est fait pour eux. Et je suis persuadée, moi, que ça améliorera aussi la qualité l'efficacité de l'action éducative quand on les accueillera dans des lieux beaucoup plus agréables en termes simplement d'organisation des locaux. Sachant donc que cet investissement, il est complexe à gérer, parce que ça fait des années que la PJJ n'avait pas obtenu des crédits de cette nature. Donc, on est obligé, je pense par exemple, je sais qu'il y a un magistrat de Lille parmi nous, on est obligé, par exemple, dans l'interrégion Grand Nord, de démarrer en même temps plusieurs travaux dans plusieurs hébergements différents, parce qu'on a un sujet aussi de consommation de nos crédits. Si on ne consomme pas nos crédits, les services du budget nous les retirent. Donc, il faut qu'on les engage. Et voilà, c'est toute une complexité à gérer. Ça peut aussi expliquer à certains moments des difficultés dans les places d'hébergement, mais je crois que c'est une démarche qui est indispensable et qui, à terme, devrait améliorer les choses. Sur le traitement en temps réel, alors là, c'est un vaste sujet qui dépasse
très largement, d'ailleurs, la justice des mineurs, hein, puisque c'est quand même une tendance qui existe. Enfin, moi, j'en ai le souvenir, dans les années 90 déjà, hein, ça s'est installé. Donc voilà, ça fait très longtemps. Alors, je n'en dirai rien en tant que tel, hein, de la place où je suis, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas facilement réversible. Hein, donc, à la PJJ, on parle beaucoup du faire avec. Eh bien, voilà, là, quelque part, je crois qu'on est un peu dans dans l'impératif du faire avec. Oui, j'ai bien vu toutes les mains qui se lèvent. Je termine juste mon propos. Et puis il va falloir qu'on passe à Denis Salassin. C'est dans ce sens que j'ai émis cette proposition et d'accompagnement de la réforme par une sollicitation, une incitation au dialogue entre les différents partenaires de la justice des mineurs, qui sont le parquet, le siège et la PJJ, à l'occasion, si vous voulez, de la mise en œuvre de la réforme, hein, à la fois pour soutenir les professionnels dans une démarche qui va être nouvelle. Voilà, il va falloir s'approprier les nouveaux textes, faire avec aussi les systèmes d'information, leurs évolutions, etc. Mais ça peut être aussi l'occasion de valoriser des bonnes pratiques qu'on a vues émerger. Je citais tout à l'heure l'exemple de Nice, où ça s'est passé comme ça, et on est arrivé à faire tomber le nombre de déferments de façon très conséquente par une meilleure articulation entre les différentes personnes, et le rôle de la protection judiciaire de la jeunesse que je propose, c'est-à-dire être là lorsqu'on voit qu'il y a plusieurs alternatives aux poursuites qui commencent à se dessiner sur un même jeune, faire en sorte qu'une petite investigation permette d'orienter éventuellement plus vite vers le juge des enfants, de manière à ce qu'on puisse, dans un contexte plus apaisé et moins dans l'urgence, prendre des mesures vraiment éducatives qui permettront une orientation ensuite beaucoup plus adaptée au bon endroit et dans la bonne configuration éducative. Et initier une recherche, Pardon ? Initier une recherche sur le fonctionnement, sur l'efficacité du temps réel, ça devrait être possible. Ouais. Ah mais on pourrait tout, alors sans parler de l'efficacité du temps réel en général, mais pour ce qui concerne la justice des mineurs, on pourrait tout à fait faire une étude de cette nature. Moi, je n'y suis pas du tout opposée. Hein. Je pense même que ça serait très intéressant, au même titre que on peut étudier l'efficacité de l'action éducative. On peut tout à fait aussi étudier ce type. Ah oui, tout à fait. Bien, écoutez, je suis... Oui. Dernière, peut-être. Une dernière question, alors. Juste sur le rôle de la PJJ, c'est l'intérêt des commissions tripartites qui existent dans certains départements. Et alors j'avais une question tout à fait précise. Vous avez été assez rapide sur l'orientation pour l'audience de jugement, le choix entre Chambre du Conseil et TPE. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Alors c'est C'est un complément. Oui, j'allais rejoindre cette question-là. C'est que l'action et la procédure dans laquelle intervient le juge des enfants dépendent de sa saisine. Et le juge des enfants n'a pas la main sur sa saisine. Il est totalement dépendant de l'orientation du parquet. Donc c'est ce qui explique le nombre de déferments. Et à mon sens, c'est ce qui expliquera que le juge en audience de cabinet, on interviendra très peu dans ce cadre-là. Très rapidement, le tribunal pour enfants sera saisi. Donc la réalité de la décision du juge des enfants sur l'orientation qui sera donnée à l'audience, ça n'existera pas. On sera totalement dépendant de la saisie du parquet. Donc je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur les conditions dans lesquelles pourra intervenir telle ou telle saisine. Et on sait bien que parfois, ce n'est pas la nature des faits ou leur gravité, parce que ça va être le nombre de suivis. Et si en plus, la récidive, comme on l'a dit tout à l'heure, intervient qu'à la fin, je pense très clairement que la réalité de cette orientation-là, on perd totalement la main, et c'est un élément essentiel du suivi du juge des enfants. Alors, sur ce point très précis, vous touchez évidemment un point sensible, qui est tout à fait actuellement encore, fait partie de ces points en discussion et en débat au niveau interdirectionnel et interministériel. Je vous invite, parce que c'est effectivement un point très important, à faire, puisque vous savez que cette problématique existe dans le cadre de la réforme, à faire remonter des observations et un raisonnement, si vous voulez, qui permettent d'amener la réflexion sur ce plan-là. Très bien. Bien, merci Madame Mathieu. En tout cas, on a quand même obtenu un certain nombre d'informations aujourd'hui, donc notre seuil de frustration n'est pas trop élevé. Merci à vous en tout cas, et puis c'est toujours avec plaisir en tout cas que la FMJF vous accueille ici. Merci beaucoup.
sans tarder, nous allons poursuivre avec Denis Salas, donc il va nous faire part un peu de ses réflexions dans une perspective un peu historique, actuelle, sur les principales réflexions, en tout cas, que peuvent lui inspirer les projets en cours et cet état des lieux tel qu'il a pu être décrit. Bien, merci, merci Laurent de m'avoir convié à vos travaux. Donc mon rôle, c'est maintenant de faire la transition entre l'exposé de Madame Mathieu et la table ronde qui va suivre sur la réforme de l'ordonnance de 1945. Alors, en ce qui me concerne, bon, je vais faire une réflexion évidemment beaucoup moins sur l'ingénierie de la justice des mineurs que j'ai quittée depuis longtemps, et plutôt sur une réflexion plus générale, plus aussi sociologique, sur cette réforme. Pour ma part, je suis effectivement impatient de connaître ce texte sur ce code de la justice des mineurs. On parle de 40 modifications depuis 1945, mais je voudrais simplement rappeler que la justice des mineurs est née d'abord par le bas, hein, par la pratique judiciaire et par une sorte de coordination entre les juges des enfants de l'époque, la psychiatrie infanto-juvénile, le monde éducatif, l'action des philanthropes aussi, de très grands philanthropes qui ont joué un rôle important dans la construction de cette justice. Et l'enjeu de la réforme qui a donné lieu à la loi de 1912 et à l'ordonnance de 1945, c'était d'arracher les mineurs à la prison et au bagne. C'était vraiment l'enjeu majeur. Et pour ce faire, on a conçu à l'époque à la fois un système judiciaire spécifique et en même temps des outils, des instruments de prise en charge qui pouvaient effectivement faire échec à la logique de l'incarcération qui était programmée, hein, pour ces mineurs. Donc la justice des mineurs, c'est une culture et pas seulement une législation. Et cette culture, elle est ici représentée en particulier, et c'est, je crois, important de le rappeler, une culture soudée par une idée commune, un bien commun, pourrait-on dire, en termes philosophiques, qui est l'exigence éducative, qui est portée par un corps de professionnels. Alors simplement, pour le dire un peu franchement, cet esprit-là me semble extrêmement menacé aujourd'hui. Je ne vais pas jouer les Cassandres, mais comme vous, je regarde les images qui nous sont proposées aujourd'hui, et je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui l'arrestation des 153 lycéens de Mantes-la-Jolie récemment pour participation à un attroupement armé en vue de commettre des actes de délinquance. Hein. Le en vue d'eux est très, très important. À genoux, tête face au mur, entravé, sans compter effectivement le commentaire qui l'accompagne. Et si vous voulez, cette domestication du corps rebelle de l'adolescent a fait scandale dans les réseaux sociaux et numériques, mais a été très largement traduit, à mon avis, très largement une époque qui est, au fond, celle qui traduit un certain nombre de commentaires. Les commentaires, les justifications qui ont été données à cette mise en scène, c'était ils sont dangereux, ils avaient des bouteilles d'essence, des bâtons, des couteaux, et ce discours de la dangerosité a été porté par le discours politique, par le discours préfectoral et par le discours parquetier en particulier. J'insiste sur ce point-là. Le mineur est potentiellement délinquant. Hein, c'est une potentialité. Et dans notre imaginaire collectif, il a cette position-là aujourd'hui. C'est la figure de l'individu dangereux qui a donné lieu à un droit pénal préventif, on l'a évoqué hier. Donc ce n'est plus la culpabilité, c'est la dangerosité, ce n'est même plus la dangerosité au sens clinique du terme que la menace, et même le risque de dangerosité qui est à l'arrière-plan de cette représentation
et quand vous disiez tout à l'heure les politiques de déferrement des parquets, c'est en écho à cet imaginaire de la délinquance juvénile et des peurs collectives que cela suscite, que l'on voit effectivement portées, relayées par les politiques pénales. On a eu hier un débat, hier après-midi, très intéressant avec les sociologues et anthropologues qui sont intervenus, et ils ont évoqué le registre de la rébellion, de l'idéologie, de la provocation chez les adolescents, que l'on connaît bien, que vous connaissez bien les uns et les autres. Mais, on parle souvent de la radicalité de l'islam, ou de l'islamisation de la radicalité, le débat entre Olivier Roy et Gilles Kepel. J'ai eu le sentiment hier qu'on entendait une sorte d'islamisation de l'émancipation à travers les jeunes filles en particulier. Mais il ne faut pas oublier, si vous voulez, que la grille pénale qui terroriste ou potentiellement terroriste qui frappe ces jeunes-là, on a eu des exemples très intéressants hier, eh bien, écrase complètement l'approche éducative. Et on a eu les exposés sociologiques étaient très riches, mais moi j'ai fait des observations sur des dossiers de l'ordonnance de 45. Les contenus éducatifs est très pauvre dans ces dossiers où vient en premier plan les constats policiers. Et on a vu hier les exemples qui ont été donnés. La jeune fille qui dit « je veux faire le djihad » peut être perçue comme, dans la grille habituelle, comme un signe d'émancipation, mais qui est au contraire, dans la grille l'association de malfaiteurs, perçu au contraire comme un acte de terroriste potentiel qu'il faudra traiter habituellement par l'association de malfaiteurs terroristes. Donc c'est vrai que là, on a un écrasement un peu chez des mineurs par cet effet de la grille du terrorisme, un stigmate puissant qui le frappe. J'étais très intéressé par ce que disait l'éducatrice hier, parce qu'on a vu plus encore. On a vu, moi ce que j'ai connu, mais là à un degré extrême, la peur entrer dans les institutions, si vous voulez. On l'a vu, hein, vous l'avez vu comme moi. Alors là, ça devient totalement un imaginaire de l'insécurité qui s'infiltre dans les institutions, et une fois qu'elle est rentrée dans les institutions, pour la déloger, il faut quand même pas mal travailler. L'effet de sidération au sein des services de la PJJ. J'ai entendu hier qu'un élu a refusé de prendre une mineure dans un centre maternel de sa circonscription. Le poids du contrôle pénal, le bracelet électronique, enfin, tout ça montre à quel point la peur collective est entrée dans nos pratiques professionnelles et envahit en quelque sorte les frappes de sidération, en quelque sorte la force des pratiques habituelles. Donc ça c'est une première remarque générale pour montrer quand même que, enfin, tel que moi je le vois, hein, c'est ma perception, qui est de certaine manière un peu inquiète par rapport à cette collision, si vous voulez, qu'il y a entre le registre de la justice des mineurs et le registre d'un pénal dur qui aujourd'hui frappe, et on a vu les peines, hein, elles sont très lourdes, qui frappent ces mineurs pour de près ou de loin qui touchent au terrorisme. Deuxième remarque, plus liée à ce que vous avez dit, et on en a parlé avec Laurent Gebler au téléphone l'autre jour, c'est la tolérance zéro. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais le taux de réponse pénale, c'est combien ? 93%. 93%. Donc, la réponse, c'est ce que disait Hervé Hamon, la réponse parquetière est assez hégémonique et on n'a pas d'évaluation, effectivement, de cette politique pénale, comme tu le disais tout à l'heure. Et alors, la réponse parquetière, c'est le rappel à la loi, parquet, police, etc., délégué du procureur, ce qui génère un traitement de masse. Et Laurent disait aussi que ce traitement de masse banalise considérablement l'intervention du juge des enfants. Comment le caractère ? Il faut l'analyser un peu, si vous voulez, cette logique. Je pense que si on l'analyse un peu, on s'aperçoit qu'on empile des mesures successives qui vont en quelque sorte être placées en position de plus ou moins grande réussite et qui vont forcément placer le juge des enfants au bout de la chaîne. Et Alain Bruel avait une formule très juste là-dessus, il avait le sens de la formule, notre ami Alain,
il disait le juge intervient en cul-de-sac. Et oui, parce qu'effectivement, il ne peut plus, il est devant un mur, il ne peut plus déployer cette palette d'action, puisqu'il est au bout d'une chaîne où tout a échoué, et en même temps où tout le monde se dessaisit effectivement de l'action. Alors, à l'inverse, la position du juge des enfants, c'est précisément l'inverse. C'est pas une intervention qui succède à une autre, c'est une intervention qui veut mettre en synergie les autorités défaillantes afin de les mettre en position de reprendre en quelque sorte leur place perdue. Autorités défaillantes, je pense aux parents et à l'école en particulier. Donc le juge des enfants doit non pas intervenir dans la succession d'une intervention au risque d'être l'ultime intervenant en situation de cul-de-sac, pour reprendre la formule de Bruel, mais il doit au contraire, avec l'aide des équipes éducatives, entrer en synergie et restaurer les autorités défaillantes qui n'ont pas pu effectivement être conduites. Alors effectivement, la logique qu'on vous décriviez tout à l'heure d'une intervention où politique pénale, du déferment et contrôle judiciaire dans certaines juridictions vient se situer à l'inverse du processus, puisqu'elle conduit nécessairement soit à un contrôle judiciaire, soit à une incarcération, intervention qui est une négation de l'action éducative. Donc ça, c'est une deuxième remarque. Troisième remarque sur impartialité et la césure. Alors ça, c'est très, très important. Je rappelle l'esprit de 45. L'ordonnance de 45, c'est la continuité d'intervention. On parle de concentration verticale autour du juge des enfants. Et à cette intervention, les Suisses parlent même de continuité personnelle. À cette intervention dans la continuité s'oppose la séparation de l'instruction et du jugement que vous avez évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une conception plus procédurale, plus garantiste, plus conforme à une légitimité d'impartialité telle que la porte l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Simplement pour dire que cette vision-là, elle est à l'opposé de la vision de la continuité. Alors j'ai cru comprendre, mais après c'est des sondages qui sont... que les juges des enfants sont très partagés là-dessus. Manifestement, les uns sont plutôt garantistes, les autres sont plutôt dans la continuité. Et alors je trouve simplement que, si vous voulez, que... Là, le débat tout à l'heure m'a beaucoup intéressé. C'est qu'au fond, on a une logique, si vous voulez, on a une logique, au moins trois logiques en présence. La logique de 45, vous l'avez dit, c'est une logique d'une instruction articulée à l'éducatif. C'est-à-dire, si vous reprenez le texte de 45, vous avez à chaque phase de l'intervention du juge des enfants une logique d'instruction, c'est-à-dire la phase de ce qu'on appelait l'inculpation, l'observation, la phase de l'instruction des mesures provisoires, et puis la phase du jugement des mesures définitives du type placement éducatif dans les grosses institutions qui existaient à l'époque. Donc une logique à la fois si vous voulez, procédurale, mais en même temps éducative. Et les moyens étaient articulés à la procédure, dans une finalité extrêmement intéressante. Mais une logique linéaire en même temps. Une logique linéaire. La deuxième logique, la logique procédurale type CEDH, c'est une logique qui scinde complètement les deux registres, l'instruction et le jugement, au nom de l'idée que le juge du jugement aurait un point de vue qui aurait été effectivement brouillé par sa connaissance préalable de l'affaire. Il serait donc partial de ce point de vue-là. Là, à mon avis, quand même, il faut s'interroger sur cette question de la partialité, de l'impartialité. On peut parfaitement être impartial en connaissant, avoir un minimum de connaissance de la situation, la juste distance dont parle Paul Ricoeur. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça peut effectivement être l'apanage d'un juge qui connaît une situation et qui ne s'empêche pas effectivement d'être à bonne distance de cette situation quand elle est conflictuelle en particulier. Donc il n'y a pas d'antinomie particulière par rapport à cela. Simplement, l'impartialité au sens où la CEDH l'entend, c'est une impartialité inspirée des systèmes de common law où le juge n'est pas un juge
si vous voulez, acteur, il est arbitre. Oui, ça a un sens dans le modèle de common law, mais dans notre modèle à nous, c'est totalement différent. Alors, du coup, la césure est très intéressante parce que, justement, le modèle que j'évoquais tout à l'heure, ce modèle linéaire, il nous conduit nécessairement, à un moment donné, à séparer l'instruction et le jugement, parce qu'il est fidèle à cette inspiration. Le modèle de la césure me semble extrêmement important aujourd'hui. Enfin, moi, je milite pour, mais c'est pas un certain temps déjà, parce que, si vous voulez, il divise en deux temps, deux temporalités même, le moment d'intervention du juge, le moment de la culpabilité et le moment du jugement. Je ne rentre pas dans le détail de la récidive que vous avez évoquée tout à l'heure, mais il est important aussi parce qu'il réintroduit une logique différente dans la démarche du juge, et en particulier, il réintroduit un acteur qui était totalement absent en 1945, qui est la victime. Et vous avez eu raison, la justice restaurative, la réparation, la justice problem-solving inspirée des modèles américains, résolution de problèmes. Eh bien, je pense que tous ces instruments-là, qui ne sont pas dans l'héritage de 1945, mais qui sont imposés en quelque sorte aujourd'hui par la nécessité d'introduire la figure de la victime, mais aussi de son entourage, et de ce que ça peut provoquer dans la fonction même de l'action éducative, eh bien, elle peut être réintroduite dès le début, dès le moment de la culpabilité, et ensuite au moment de la peine, telle qu'elle peut effectivement être appliquée. Donc on a là une démarche très intéressante. C'est important de la réintroduire parce qu'il ne faut pas laisser la victime au démagogue. Tout à fait. Et si nous ne réintroduisons pas la victime dans le schéma procédural, d'autres pourront effectivement l'instrumentaliser et effectivement l'utiliser pour réclamer des peines de plus en plus dures contre les mineurs. Donc on a tout intérêt à l'introduire dans la procédure pour nous trouver, dans un cadre procédural contrôlé, des solutions qui satisfassent sa demande à elle aussi, sinon elle ira ailleurs, et pas seulement dans les médias. Donc je pense qu'on est là devant une césure qui, à mon avis, qui a une logique procédurale forte, qui a un intérêt, je dirais, criminologique important, et qui a un fondement philosophique. Les deux finalités du jugement de Paul Ricoeur pourraient aussi être utilisées pour la justifier. Voilà, je termine d'un dernier point plus philosophique, pardon de cette échappée philosophique, mais je crois quand même, si vous voulez, qu'il faut un peu prendre un peu de hauteur par rapport à cela, et être réaliste. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où on nous dit que la sécurité est la première des libertés. Vous avez entendu ça plusieurs fois, et moi je l'entends, et on l'entendra dans les débats parlementaires qui auront lieu sur ces questions-là. La sécurité est la première des libertés, c'est un très vieux débat. Vous avez deux grands philosophes qui se sont opposés là-dessus au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, c'est Hobbes, le philosophe anglais, et Montesquieu. Hobbes est un philosophe anglais qui était, si vous voulez, immergé dans la guerre civile anglaise au XVIIe siècle, et il ne voyait pas d'autre solution pour sortir de la guerre civile que d'ériger un pouvoir politique fort, tout-puissant, qui puisse écraser les factions en conflit. Ce qu'il appelait l'État léviathan. Et l'État léviathan, c'est un État purement sécuritaire qui, par sa force, pourra empêcher que la sécurité envahisse la société. Montesquieu s'est opposé à Hobbes, et il lui a dit deux choses. Il lui a dit la sécurité a deux faces. Il y a effectivement, comme le dit Thomas Hobbes, une sécurité contre les agressions d'autrui, et c'est celle qui est mise au premier plan aujourd'hui. Mais nous devons être aussi protégés de l'arbitraire de l'État. Et l'esprit libéral qu'a défendu Montesquieu, la séparation des pouvoirs, qui est un de ses grands thèmes, c'est précisément le pilier de la démocratie libérale qu'il faut aussi défendre. Je pense qu'en disant la sécurité est la première des libertés, on oublie complètement le risque d'arbitraire que contienne un excès de pouvoir donné à l'État pénal et l'oubli
de la séparation des pouvoirs. Donc je pense que là, vous avez vu récemment les déclarations du contrôleur général de la privation de liberté, vous avez vu ce que dit le défenseur des enfants, les défenseurs des droits, il est tout à fait dans cette inquiétude-là par rapport au risque d'atteinte aux libertés. Donc nous sommes dans le monde de Hobbes aujourd'hui, hein, dans le monde aussi du terrorisme global, et nous avons oublié la leçon de Montesquieu. Et je termine d'un mot simplement, parce que hier soir, en repassant à mon bureau, j'ai eu un message de mon collègue André Potocki, qui est le juge français à la Cour européenne des droits de l'homme, qui ouvre le spectre de l'analyse au niveau européen. On va voter bientôt pour les élections européennes. Et il était à la fois inquiet et en même temps appelé à la vigilance. L'inquiétude venait du fait que le populisme, moi j'avais parlé du populisme pénal à l'époque, le populisme envahit complètement nos démocraties à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud aujourd'hui. Le populisme menace directement l'héritage des droits de l'homme d'une part et les droits des mineurs d'autre part, qui en font partie. Vous avez évoqué l'héritage constitutionnel et la jurisprudence constitutionnelle. Donc ce que nous dit notre collègue André Potocki, c'est qu'il nous faut absolument aujourd'hui défendre les valeurs des droits de l'homme qui sont notre bien commun, au moment où elles sont menacées, au moment où les mouvements populistes se développent partout en Europe, y compris en France, et que cet héritage-là, effectivement, il ne se défendra pas par lui-même, en quelque sorte. Il faudra que chaque citoyen en prenne conscience. Et quand je pense aux scènes que j'évoquais tout à l'heure, notamment à Mantes-la-Jolie et à d'autres, je me dis qu'effectivement, que notre responsabilité à nous adultes, à nous professionnels, c'est précisément de défendre ces espaces de liberté pour les générations futures, parce qu'elles sont effectivement notre bien commun à tous. Merci. Merci beaucoup Denis Salas pour ces réflexions toujours passionnantes.